Les premiers voyageurs de la journée arrivent à Turin. C'est une arrivée en masse, mais cette foule ne se dispersera pas dans la ville. À bien des égards, Turin a conservé sa vocation de capitale. Comme chaque matin, ces voyageurs répondent à l'appel de la capitale du travail et de l'industrie. Avec Gênes et Milan, Turin est un des sommets de cet important triangle du travail italien. Turin a toujours su conserver ses prérogatives de capitale. À la grille du palais royal, ses statuts nous rappellent que Rome demeurait le point de ralliement de la nation. À Palais Madame, premier siège du Sénat italien, les institutions démocratiques prirent pied selon les règles du monde moderne. La Piazza San Carlo est à la fois monumentale et gracieuse. Et nous voilà maintenant le long du Pô, sur les berges romantiques du Valentino. Si vous le voulez bien, abandonnons notre car et prenons l'avion. Ainsi, nous pourrons admirer les monuments de notre époque. Voici Fiat Mirafiori. Au-delà des bâtiments administratifs, les ateliers blancs et parallèles s'étendent comme un faisceau de route et paraissent destinés à s'étendre toujours plus. Remontons à leurs origines. Turin, 11 juillet 1899. Dans cette vieille demeure fut dressé l'acte de naissance de Fiat. Parmi les signatures, celle de Giovanni Agnelli, un homme qui avait compris que le monde, dans sa marche vers le progrès, aurait adopté un jour la boîte à vitesse. Faisons marche arrière. 1913. Les premiers établissements Fiat couvrent 10 000 mètres carrés qui en 1958 seront devenus 27 millions. Tout autour, le siècle nouveau paraît encore timide et vieillot. Mais à l'intérieur, avant la révolution Ford, une chaîne de montage fait son apparition. Dans ce film de l'époque, les hommes s'agitent comme des automates pour produire des voitures qui nous paraîtraient bien lentes aujourd'hui. Les 50 ouvriers de 1899 ignoraient qu'ils constituaient l'avant-garde des 80 000 d'aujourd'hui. On vient de s'apercevoir que cœur rime avec moteur. Mais le moteur lui aussi connaît des défaillances. Et pour l'instant, nos deux amoureux devront se contenter de la traction animale. Des pannes au premier record. À l'époque, le circuit de Brescia est une des grandes classiques de l'automobilisme mondial. Nous sommes en 1923. Sur la piste en terre battue, et dont les virages ne sont pas relevés, les pilotes tendent tous leurs efforts vers ce nombre magique, 200 à l'heure. Voici l'écurie Fiat. Du toit des stands, on indique à Cagno le nombre de tours parcourus. Avant lui ou avec lui, d'autres pilotes célèbres avaient conduit à la victoire les bolides italiens dans les circuits internationaux. Mais le cinéma n'avait pas encore le don de l'ubiquité. Nous ne pouvons donc revoir sur l'écran ni Vincenzo Lancia, ni Nazzaro, ni Bordini. Ce sont eux pourtant qui, par leur victoire, furent les premiers à assurer la renommée mondiale de Fiat. Aujourd'hui, de nouveaux champions et d'autres voitures de maisons spécialisées dans la compétition maintiennent le prestige du sport italien. Les seuls pilotes de Fiat qui peuvent encore nous raconter leurs exploits sont Cagno et Salamane. On pousse encore les voitures, mais il en faut bien peu pour démarrer celle-ci. C'est la première voiture italienne à turbine que Fiat a présentée en 1954 et qui a tout de suite dépassé les 250 km/h. Accélérons-nous aussi et résumons-nous par ce diagramme. Il y a à Turin 21 établissements Fiat représentés ici par autant de points lumineux. Les trois éléments cosmiques que les anciens appelaient terre, eau, air, aujourd'hui maîtrisés par l'homme, sont devenus terre, mer, ciel. Organisme à concentration verticale, Fiat part de la matière première. Ici, à travers celle, on extrait le minerai de magnétite. Tandis que ce matériau est acheminé vers les hauts fourneaux, nous voulons vous faire partager nos joies de cinéastes. Lorsqu'elles peuvent s'approcher du métal en fusion, les caméras sont toujours assurées de trouver du spectacle. Mais ici, le spectacle classique devient tout neuf, grâce au modernisme, voire même aux nouveautés des installations qui placent la sidérurgie Fiat à l'avant-garde de la production européenne. Fours à fond.
L'histoire commence par une véritable féerie du feu. Les blouissants jets de fonte se déversent dans des cuves métalliques. Le minerai a oublié d'avoir été mêlé à la terre, de s'être uni à d'autres matières premières, d'avoir subi différents traitements préalables. La lingotière va prendre le convoyeur. Les voyages ne forment-ils pas la jeunesse? Mais sur ces rails, elle acquerra ses titres de noblesse et suivra un cycle comparable à celui de la vie. À un tournant, et nous verrons tout de suite avec qui elle va s'allier. Le fer et l'acier sont vraiment solides. Ils ne meurent jamais. Ici, du purgatoire de la ferraille, la benne conduit le métal vers une deuxième naissance. D'une matière qui a déjà vécu, les fours Martin refont une matière première. On prépare cette deuxième naissance à partir d'une mort provisoire dans ces enfers à 1600 degrés. Dans ce four électrique qui produit des aciers spéciaux, le matériau tombe comme dans un puits. Sur les coupoles tournantes clignotent les énormes électrodes de graphite. Débouchage, coulée. Cette aciérie électrique est dans son ensemble la plus puissante d'Europe. Cette fabrication a pour nous profanes l'avantage d'être clair. Dans les fosses de coulée, l'acier fondu devient lingot. Comme autant de petits marais de feu, voici les ouvertures de la lingotière. Dans le cas des aciers effervescents, les lingotières débitent le bloc encore rouge dans une gerbe d'étincelles et de flammes. Matière que l'on doit saisir délicatement entre le pouce et l'index. Mais des doigts comme ceux-ci, en métal, qui ne craignent pas les brûlures et qui saisissent le lingot par l'embout. Ils accomplissent cette opération avec autant de force que d'adresse. L'acier spécial commence à se familiariser avec son sort, qui demain, quand il aura été transformé en une pièce d'auto ou d'avion, sera de rouler ou de voler. L'itinéraire dans lequel il s'est engagé l'amène au blooming. Une pièce l'étreint avec d'inexorables phalanges d'acier. Le lingot, passant à travers un système de rouleaux munis de cannelures diverses, s'allonge en réduisant au fur et à mesure sa propre section. L'ex-lingot semble toujours plus conscient, tant il paraît choisir spontanément la bonne direction, tantôt à droite, tantôt à gauche. Il paraît hypnotisé par la nouvelle machine qui l'attend. À la sortie, il a changé définitivement d'aspect. Il a changé aussi de nom. Ces pièces s'appellent désormais des billettes. Elles s'alignent en rang parallèle, se plaçant à côté de celles qui les ont précédées et qui sont en train de perdre leur couleur de feu. Les nouvelles arrivées ont l'air d'hésiter jusqu'au moment où une bourrade les décide à se ranger à côté des autres. Cela ne durera pas longtemps. Elles accompagnent celles qui prennent le train à feuillard. Englouties par ce laminoir, elles en débouchent sous la forme d'un long reptile paresseux et ardent. Un puits profond l'accueille et en fait une pelote. Puis, quand il est plein, le fond se soulève et dépose le rouleau sur un plan d'écoulement. Maintenant, nous assistons à des transformations plus particulières de ce fil. Il pourra en sortir des vis et des boulons. Peut-être aussi quelques-unes des pièces de la voiture avec laquelle nous voyagerons. Ailleurs, l'acier préalablement soumis à une transformation à chaud affronte le laminoir à froid. C'est lui qui transforme en vapeur son travail de déformation intérieure. Des rigoles en apaisent brusquement l'énergie comprimée, mêlant à son grincement leur bouillonnement. Disons au revoir à l'acier. Nous le retrouverons bientôt presque automobile. Passons à la fonderie, où l'on travaille d'autres métaux qui demain voyageront peut-être avec l'acier sur la même voiture. Outils d'estampage, terre réfractaire, autres lingotières qui voyagent vers d'autres fours. Écran de fer sur la fusion. L'aluminium entre en scène. Blanc et brillant, il ressemble vraiment à de l'argent fondu lorsque la louche en prélève une dose pour la déverser dans le récipient de cette machine à moulage sous pression. Du moule, la pièce sort encore enrobée de tentacules aplatis dont il faudra la libérer. Si les hommes de l'âge de bronze revenaient sur Terre, ils verraient comment on a appris à traiter le métal qui a donné son nom à leur époque.
mais leurs bras de géants tenteraient vainement d'imiter le travail de ces marteaux pilons. À l'aide d'une longue tige, on enduit le fond de poids. Et en route. Cette fois, c'est un vilebrequin, la pièce qui, dans un moteur à explosion, se charge de la transmission. Maintenant, la fourchette le dépose sur un autre mouton, plus doux, qui, lentement, lui ôte sa chemise. La forge est vraiment l'antichambre de l'automobile. Même à nous, profanes, le simple fait d'avoir une voiture nous permet de reconnaître les pièces qui sortent d'ici. Faisons une halte. Au-delà des établissements de Fiat Mirafiori, les peupliers verdois. Au loin, les Alpes, du Mont Viso au Mont Rose. Voici une vue panoramique des établissements Mirafiori, avec la nouvelle section Mirafiori Sud. C'est un des ensembles les plus importants d'Europe. Il couvre 1 500 000 mètres carrés. Les laboratoires d'analyse, métaux et modèles font leur examen de conscience. L'échantillon d'acier porté au rouge révèle son aptitude à la trempe. C'est l'opération pilote pour les fonderies. C'est ici que les pièces accusent leur résistance limite. Des modèles en matière plastique, sous une lumière polarisée, permettent d'éliminer les faiblesses de la future voiture. Le centre mécanographique, lui, gère la partie comptable du cerveau Fiat. Avec les machines à calculer électriques, nous sommes au seuil des cerveaux électroniques déjà utilisés par Fiat dans d'autres secteurs. Les données comptables et statistiques, élaborées quotidiennement, figurent sur un immense registre qui sert de base aux courbes de prévision de demain. De la raison, passons à la fantaisie. Mais les dessinateurs savent que l'image doit pouvoir soutenir la comparaison avec la réalité. Comparaison que la ligne de la carrosserie cherche à travers des modèles complets à 3 dimensions. Une seule inconnue, la route. Entrons dans le domaine de l'automation. Pour suivre la marche du temps, Fiat a déjà commencé à l'appliquer. L'adoption des nouveaux moyens technologiques dus au progrès doit être proportionnée au degré de développement productif, économique et social, de façon non seulement à éviter le chômage, mais à obtenir une utilisation plus rationnelle de la main-d'œuvre. Chez Fiat, les premières étapes ont coïncidé avec une augmentation du personnel. La diminution des heures de travail n'a pas modifié les salaires. L'ouvrier préposé aux automatismes accède à un échelon technique supérieur. Diminution de la fatigue, augmentation de la production à un coût moins élevé, économie d'espace pour l'ensemble des usines. Ce groupe, par exemple, est en train de manipuler les boîtes à vitesse. Il a certainement un but précis. Nous pouvons le déduire de la façon dont il coordonne les opérations et met la pièce en mesure de les subir. Voici arrivé aux chaînes de montage. Toutes les phases que nous avons vues jusqu'ici sont orchestrées dans un grand mouvement final. Après un parcours de montagnes russes, les moteurs descendent aux emplacements prévus, reçoivent les compléments qui les y attendent et repartent, aussitôt remplacés par d'autres. Les schémas de ces lignes de montage les font apparaître comme des fleuves qui, tout au long de leur cours, bénéficient d'un système d'affluents. Remontons le cours de l'Indeux jusqu'à sa source, l'atelier où l'on emboutit les carrosseries. Il a suffi de presser un bouton. Tout un côté de la voiture est dégagé de la presse. De véritables magasins ambulants, longs de plusieurs dizaines de kilomètres, passent sur la chaîne de montage
prêts à s'arrêter là où l'on aura besoin d'eux. Voici la chaîne de montage spécialement conçue pour la 600. Elle atteint la cadence d'une voiture par minute. Si nous remontons une chaîne quelconque, les sœurs jumelles des voitures finies sont encore en phase de préparation. Mais dans 2 minutes, elles seront sur la ligne d'arrivée qui est aussi celle du grand départ. Les 600 normales et multiples sortent à la cadence maximum actuellement obtenue dans la construction automobile. Un coup d'œil suffit au pilote d'essai. La visite de contrôle est terminée. Plusieurs centaines de milliers de voitures sortent chaque année des chaînes de montage. Le pilote d'essai demande surtout à la voiture de ne présenter aucune anomalie. Elle doit être prête à s'adapter à l'usager plutôt que d'obliger ce dernier à s'adapter à elle. Les grands essais se font actuellement sur des prototypes. Ils ont été confiés à Carlo Salamano qui, après avoir été le pilote que l'on sait, est devenu un essayeur de modèles vraiment exceptionnel. Qui voudra raconter la vie d'un pilote d'essai pourra s'adresser à Salamano, maître incontesté de la spécialité. Une petite anecdote. Récemment, les protagonistes d'un raid difficile se réjouissaient de ne pas avoir perdu une seule vis pendant le parcours. « Je comprends », répondit Salamano. « C'est moi qui ai eu toutes les difficultés pendant les essais du prototype. » Pour aller rejoindre leur futur propriétaire, les voitures prennent place à bord de ces camions multiples, baptisés porte-avions, qui sillonnent les routes d'Italie et forment de pittoresques convois. Devant cette masse de voitures, celui qui désire la première auto de sa vie ou qui en attend une nouvelle ne se lasse pas de les admirer, comme les enfants devant les jouets de Noël. Mais la voiture poursuit sa route, car elle a rendez-vous avec un client chez le concessionnaire ou à la filiale d'une ville d'Italie. Désormais, quelle est la ville qui n'a pas sa filiale ou ses concessionnaires? Et si chacune de ces filiales était représentée par un point lumineux, l'Italie deviendrait une immense constellation Fiat. Une des plus grandes étoiles est certainement Milan. Comme 25 autres villes d'Italie, elle possède sa propre organisation Fiat, parfaitement équipée pour assurer la résistance et la jeunesse de la voiture. Mais Milan possède aussi, une fois par an, au moment de sa grande foire, un pavillon Fiat. La lumière qui tombe de la coupole et baigne des réalisations ultramodernes semble annoncer bien d'autres progrès encore. Mais cette autre coupole appartient à l'art éternel de la Renaissance, où figurent le dôme et le campanile de Giotto, Florence. Mais nous ne nous arrêterons pas. Nous continuerons à accompagner ces touristes qui, du haut de leur habitacle métallique, sont venus saluer le Colisée. Rome. Fiat signifie aussi 3 aspects de la ville. De Maliane, carrefour routier très fréquenté, à l'élégante Via Bissolati, prolongement de Via Veneto, jusqu'au quartier général de Viale Manzoni, parallèle au quai de la gare Termini, un de ces endroits où le monde entier défile. Nous revoici à Turin. Du point de vue de l'organisation, la capitale de la Fiat devient elle aussi une ville confédérée. Mais dans l'idyllique parc du Valentino, le dynamique salon de l'auto aligne des voitures de toutes les marques. C'est ici que Fiat lance dans la compétition ses dernières créations, parfois décisives dans l'histoire de l'automobile. C'est en Italie que le problème de la voiture utilitaire s'est posé pour la première fois et c'est Fiat qui l'a résolu. Cette maison a désormais plus de 30 ans d'expérience dans ce domaine à partir de la 509 et avec des voitures adoptées dans le monde entier. Une expansion que tous les modèles Fiat avaient déjà plus ou moins connue et qui a fait surgir dans le monde entier des centaines de centres de distribution. Ces autobus OM, par exemple, iront au Chili. Ils y trouveront sans doute de très belles routes, mais ils veulent être prêts à tout.
Étangs et marais, pluies diluviennes, rien ne l'empêchera de passer le gué. Mais avant que d'entrer en service sur d'autres continents, il faut parfois franchir mers et océans. Au besoin, Fiat prend la mer, et ce sont bien souvent d'autres moteurs Fiat qui assurent la traversée. Cet autorail s'embarquera lui aussi. C'est un des 12 premiers qui ont été fabriqués pour l'Inde. En attendant, il est soumis aux épreuves d'essai. Les véhicules Fiat ne craignent aucune comparaison. Cette campagnole est en train de relier Alger au Cap. La 1900 a voulu essayer elle aussi sur le même parcours ses qualités de grande routière. Pas de chimie, la tenue de route demeure parfaite, même sur les pistes les plus dures. Et voici qu'elle remporte le rallye Alger-Le Cap. À peine laid, la 600 file déjà plein gaz sur les fleuves de Babylone. Ces deux 600 veulent parcourir en 11 jours les 13 000 kilomètres qui séparent Calcutta de Rome. Visite de courtoisie aux succursales exotiques de Fiat. Les voitures n'ont besoin de rien. Sans crainte d'erreur, on déchiffrera dans ces hiéroglyphes le nom de Fiat. Sur cette chaîne de montage impeccable et contrôlée avec autant de soin que celle des voitures, les poids lourds viennent au monde. Le travail sur grande échelle n'exclut pas le travail en finesse. Leur perfection technique et leur rendement assurent aux camions Fiat une renommée mondiale. Voici un puissant camion destiné au génie. On exigera peut-être de lui qu'il se transforme provisoirement en amphibie. Et il prouve immédiatement qu'il a toutes les qualités requises. D'autres mastodontes connaîtront des aspects enchanteurs du monde lorsqu'ils parcourront, avec leurs passagers, les plus célèbres routes d'Italie, de la Riviera à Bari. Créée par Fiat, la compagnie de transport routier Sita est aussi un excellent banc d'essai pour les cars, un réseau de 30 000 km et plus de 400 lignes. Les ouvriers sortent des usines. Ils ne constituent qu'une partie de l'innombrable personnel de Fiat. Tous ont assimilé le style Fiat devenu aujourd'hui celui des élites ouvrières. Quant aux employés, il ne s'agit pas de vulgaires bureaucrates. Voici une sortie largement motorisée. Et il en est de même pour quelques milliers d'ouvriers. Aujourd'hui, c'est samedi. On se donne rendez-vous ici pour le dimanche, mais pas pour du travail supplémentaire. Un établissement Fiat se reconnaît à première vue à son architecture. Plan en rectangle, développement longitudinal des bâtiments. C'est une structure qui prévoit la croissance, comme pour un homme jeune. Et Fiat, qui compte plus d'un demi-siècle d'existence, est un organisme jeune, toujours en pleine croissance. Ouvriers et employés ont longuement parlé chez eux de l'usine de pièces détachées Fiat Rican. Aujourd'hui, les familles sont invitées à constater la véracité de ces descriptions enthousiastes. Drapeaux et fanions accueillent les visiteurs. À la sortie, ces visiteurs font à leur tour les louanges de tout ce qu'ils ont vu. Jetons nous aussi un coup d'œil pendant que l'usine est au repos. Mais c'est quand elle tourne qu'elle raconte vraiment son histoire. Les pièces détachées, une fois fabriquées, se dirigent automatiquement. Les couleurs des différents organes et outils sont appropriées dans ces installations où rien n'est laissé au hasard. La polychromie ne fait pas que réjouir l'œil du travailleur. Elle indique immédiatement la destination de chaque organe. Et, par exemple, le contenu de ces chariots. Conduits par une chaîne souterraine, ils vont vers les dépôts répartis suivant les dimensions du matériel.
L'ascenseur argenté rappelle la cabine d'un élégant téléphérique de haute montagne. S'il le veut, il peut également monter ou descendre en décrivant une courbe. Le paysage est fantasmagorique, étroit, vertical et cependant imposant. Le long de ses flancs à pic, le chariot, commandé par un levier, accomplit des manœuvres qui tiennent de l'alpinisme et de l'acrobatie. Il s'arrête quelques secondes à différentes étapes, puis il reprend l'escalade ou la traversée. Les parois sont d'immenses armoires à casier numérotées jusqu'à 160 000. Une telle organisation permet de distribuer facilement les pièces détachées Fiat que l'automobiliste trouvera partout. Pour le régime diététique normal du moteur, il y a la section des lubrifiants. À partir des laboratoires d'analyse et d'essai, s'établit une solidarité de conception entre la nature des moteurs et leur élixir de longue vie. Ils vont lubrifier des voitures nées de machines qu'ils ont déjà lubrifiées. Un cycle qui, depuis 40 ans, fait de leur emploi un banc d'essai. Dans le domaine des produits qui utilisent aussi huiles et graisses, nous trouvons les usines des appareils ménagers. Voici une installation automatique pour le chromage. Frigidaires et machines à laver contribuent à la paix du foyer. Ils suppriment la mauvaise humeur de la ménagère en lui évitant de se briser les reins au-dessus d'un baquet savonneux et de courir chaque matin au marché. Ces ouvriers préparent le bonheur d'un nombre sans cesse croissant de foyers. Ici, on crée la base indispensable d'une vie sereine et digne de ce nom, le pain. L'agriculture mécanisée trouve sa place dans le développement industriel. Fiat a posé le problème dès 1919. Voici où elle en est aujourd'hui. Des chaînes de montage de Mirafiori à ce stade, le spectacle se simplifie et s'amplifie. Le tracteur est à la terre ce que l'auto est à la route. Soit qu'il se transforme en moissonneuse, en batteuse, soit qu'il laboure ou qu'il sème. Mais d'abord, le scrapeur nivelle, aplanit, transporte le terrain, comble les fossés. Après que le bulldozer, avec sa force herculéenne, ait fait le gros du travail. Et là-haut, dans la montagne, un grand orchestre a remplacé la chanson autrefois solitaire des bûcherons. Dans la famille des tracteurs Fiat, l'utilitaire des champs est né, la piccola. Pour les tracteurs, Fiat a créé en Italie un réseau de centres d'assistance technique. On est paysan, on devient tractoriste. Mais bien vite, de la théorie, on passe à la pratique. Jeunes gens, au volant, vous êtes à présent les automobilistes des champs. Quant à Turin, le salon de la technique réunit en congrès les tractoristes italiens, les participants sont légion. Là-haut, la terre présente ses fruits les plus éblouissants pendant l'enchantement de l'hiver. Et les véhicules Fiat sont à l'œuvre sur les champs gelés de Sestrières, de même que dans toutes les stations de montagne où la paralysie de l'hiver devient ivresse du ski. Sur le Mont Cenis, ce sont les mêmes camions équipés en chasse-neige qui s'engagent sportivement dans une entreprise d'utilité publique. Les voici à l'action avec un brio de champion. La saison est perfide. Il neige sur la neige déblayée, il regèle sur la glace brisée. Mais ils se sentent en forme. Attaquant l'épaisse couche de neige, ils font jaillir autour d'eux rafales et tourmentes artificielles pour vaincre la paralysie de l'hiver. En fin de compte, ils ont apporté ici le printemps avec 2 mois d'avance. Et voici la mer. C'est la deuxième des 3 grandes voies de notre planète sur lesquelles Fiat avance simultanément. Les lancements de bateaux se succèdent. Le Mocenigo est un des nombreux navires de cette famille qui, des chantiers de Marghera, glisse vers la mer. Si l'on s'en tient à son acte de naissance, c'est l'un des modèles de cargo les plus perfectionnés.
Une petite devinette. Sachant que ce navire s'appelle Giovanni Agnelli, quelle est la marque de son moteur? La salle des machines fournit la réponse en nous présentant le diesel Fiat 757 de 5500 chevaux, cycle à 2 temps. Dès 1906, Fiat a cru dans la formule à 2 temps et s'est placé à l'avant-garde de ce genre de construction. 50 ans plus tard, la production annuelle de la Grandi Motori est sur le point de dépasser les 200 000 chevaux. Il suffit d'un coup d'œil à la fraiseuse raboteuse pour se rendre compte de ce qu'est cette usine. Une machine qui travaille au centième de millimètre les bâtis et les montants des plus gros moteurs, soit des géants de plus de 18 mètres de long et pesant plus de 100 tonnes. Le montage des mastodontes a lieu directement dans la salle d'essai. La puissance au frein atteint des milliers de chevaux. C'est ce qu'il faut à ce navire pour se frayer un chemin à travers les légions écumantes et déchaînées des chevaux de Neptune. On nous invite maintenant à décoller. Même s'il est devenu une réalité quotidienne, le vol tient toujours du miracle. C'est donc une école du miracle quotidien que fréquentent les élèves aéromodélistes de Fiat. Les appareils qu'ils construisent confirment les lois de l'aérodynamique. Ils ont le privilège de tournoyer dans l'azur du ciel. Les différentes méthodes de propulsion résument une histoire que le musée Avio illustre dans le temps. Ce moteur en V, première contribution de Fiat à la technique du vol, remonte à 1908. Le premier appareil date de 1914. C'est le début de la guerre. L'aviation passe de la phase expérimentale aux premières applications grandioses et à l'époque terribles. Puis, peu à peu, la forme des avions évolue. Racontée en chiffres, l'histoire de l'aviation Fiat s'enorgueillit jusqu'en 1958 de 161 types d'avions, 53 types de moteurs et de 70 records et raids internationaux. Voici un moteur qui a détenu le record mondial de vitesse, le Fiat AS6. Il appartient au turboréacteur de faire de la vitesse supersonique une vitesse normale de croisière. À une allure beaucoup plus modeste, en vagabond du ciel, qu'intéresse le panorama, nous avons atteint l'usine des moteurs Avio. Dans le grand concert Fiat, nous connaissons déjà les familles d'instruments qui assument ici de nouvelles fonctions. Par exemple, les traitements électriques de surface qui, par des procédés électrolytiques, déposent de légères couches d'enduit protecteur sur les pièces en fabrication. Et les machines à brocher verticales et horizontales qui, dans les disques métalliques des turbines et des compresseurs, pratiquent les sièges dans lesquels s'encastrent les pales. Et puis des tours et des fraiseuses, machines que nous avons déjà rencontrées dans les autres usines, mais qui ont ici des tâches différentes parce que Fiat, c'est l'unité dans la variété. Dans ces usines, nous trouvons des machines à équilibrer les masses tournantes. Dans les salles d'essai, les appareils qui ouvriront les portes du ciel subissent leurs examens. Poussée, température, consommation. Les gaz d'échappement sont dirigés par silencieux vers l'extérieur. Les établissements Velivoli libèrent la puissance concentrée dans les moteurs et leur donnent la possibilité de voler. Littéralement, ils leur donnent des ailes. Structures, membres et nervures se forment dans ces usines et s'appellent cintres, longerons, bordages, attaches. Ils se joignent ici au système d'alimentation, les réservoirs. Ils s'équipent de ganglions, ces achèvements sensibles par lesquels ils enregistrent les réflexes et accusent les réactions, le système des accessoires et des instruments. Dans les hangars de Caselle, l'appareil accomplit à travers 10 stations son chemin de perfection. Enfin, un appareil minuscule mais élégant et qui donne une extraordinaire impression de puissance. C'est le Fiat G91.
Les ailes en flèche sont très minces et très accentuées. Elles traversent le fuselage vers le bas. C'est le résultat d'un compromis difficile, car il est à la fois léger, petit et d'une grande puissance agressive pour les attaques au sol, extrêmement rapide et doué d'une grande vitesse ascensionnelle. C'est un avion de l'OTAN et les résultats ont dépassé les prévisions. Le travail crée le travail. Cette vérité, les voitures qui roulent sur toutes les routes du monde la répètent dans toutes les langues. Les navires battant tous les pavillons la propagent chaque jour davantage le long des routes maritimes. Et cet avion qui s'élance vers le ciel inscrit dans l'azur infini le diagramme ascendant du travail italien. La continuité est assurée. À côté du travailleur d'aujourd'hui, celui qui, demain, prendra la relève.